Au coin des livres. Au coin des livres, des idées qui inspirent. Explorer les axes principaux de livres qui nous ont inspirés et d'autres que nous avons réalisés et dont nous voulons partager quelques clés. Des livres qui ouvrent de nouvelles voies. Et des livres qui transforment. Touchés par des idées ou par la poésie ou encore la littérature. Et qui sait si l'art ne pourrait pas aussi ouvrir notre cœur, faire vibrer notre âme et élargir notre pensée d'une belle manière que nous vous offrons en dégustation. Bien, je vous dis, bonjour plus officiellement. J'ai rencontré votre ouvrage, par l'intermédiaire d'un ami, Michel Bauwens, avec lequel j'ai commencé à réaliser, des entretiens, voire même une série et comme je vous l'ai partagé par, mail, l'objectif de ces entretiens, c'est d'essayer de donner une vision, globale de ce que nous sommes en train de vivre. Alors pas uniquement pour, rendre cette période visible, quoique c'est essentiel. C'est d'un côté pour comprendre et de l'autre pour, nous permettre d'ajuster nos comportements et nos réactions à cette compréhension du monde que l'on vit. Donc un moment de fake news, d'opinion, où, tout le monde surfe sur internet et l'IA pour, se renseigner, s'informer, voire même TikTok pour les plus jeunes. On voit bien que l'information est parcellaire, réduite et qu'elle est opinionielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur quelque chose qui est basé sur des faits et des recherches profondes. Pourquoi? Parce que c'est coûteux en temps, c'est voilà, ça nécessite de l'effort et par conséquent, ça peut nous amener à agir, alors déjà à être manipulés, ça on le sait et à agir également, sans les bonnes, ressources. Donc quand j'ai, rencontré votre ouvrage et vos travaux, je me suis dit que ça serait sans doute un point de vue tout à fait passionnant à écouter, d'avoir cette profondeur de vue sur l'histoire de la philosophie et quelque part de la pensée. Donc ce que je vous propose, si vous voulez bien, dans un premier temps, c'est que vous puissiez dire ce que vous avez envie de dire de vous aujourd'hui et puis ensuite je vous proposerai d'expliquer un peu le moteur, la motivation, l'envie de cet ouvrage et puis qu'on rentre, à l'intérieur pour cet entretien par un 1er bout. Est-ce que ça vous convient? Parfait, je vous remercie. Alors qui êtes-vous, Vincent Citeau? Alors, pour ce qui est de ma formation et de ma profession et même de ma passion, je suis philosophe, je fais de la philosophie. C'est ma discipline est fondamentale. Mais, comme, cette discipline, à mon avis, n'est pas enfin, je la conception que j'ai de la philosophie est une conception, très large. C'est-à-dire que la philosophie, à mon avis, doit se nourrir de tous les savoirs disponibles, de toutes les expériences, qui peuvent, l'enrichir. Eh bien, j'essaie d'élargir ma culture, au maximum et donc j'ai été amené à faire de l'histoire intellectuelle, enfin de l'histoire de la philosophie, heu, d'abord, puisque ma discipline, m'y invitait beaucoup, de l'histoire intellectuelle ensuite et puis finalement de l'histoire générale, heu, j'espère pas simplement en autodidacte, mais en ayant des propositions à faire qui soient de l'ordre, enfin qui soient de nature à faire, progresser le schmilblick, si vous me passez l'expression. Par ailleurs, j'enseigne à l'INSPE de Paris, Sorbonne Université. Mon travail consiste à préparer des étudiants au CAPES de philosophie et ceux qui ont déjà le CAPES ou l'agrégation, sont stagiaires et donc je suis formateur pour les jeunes stagiaires. Et merci beaucoup. Ce qui, m'intéresse beaucoup, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a amené à cet ouvrage, sur l'histoire, mondiale de la philosophie et quelque part de la pensée? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Alors, la première motivation, était, est philosophique. C'est-à-dire que, heu, j'ai cru constater que beaucoup de penseurs d'une même époque, avaient, leurs pensées avaient un air de famille. À bien des égards, l'époque dans laquelle nous vivons, heu, se signe en nous, s'imprègne. Nous sommes comme des éponges qui traduisons en pensée les aspirations de l'époque, ses idéaux, ses passions, à moins de prendre un recul, à moins de prendre du recul pour envisager cette influence, cette sorte de bain
dans lequel, nous justement la pensée baigne, et qui eh bien, on risque de subir cette influence de l'époque passivement, sans même s'en rendre compte. Et mon obsession en philosophie, c'est la liberté. Je trouve ça vraiment, je trouverais ça très dommage de passer sa vie à philosopher sans se rendre compte qu'on philosophe dans un contexte qui, oriente, influence, conditionne peut-être même, notre pensée. Ce serait même renoncer à cette belle exigence de la pensée qui est d'être libre. Et donc, j'ai voulu, en quelque sorte examiner les propres, conditionnements qui pourraient m'affecter et moi, mes collègues, tous les penseurs. Et pour ça, il fallait faire une sorte de sociologie intellectuelle. Il fallait comprendre comment la pensée, à chaque époque, est influencée heu, par les conditions socio-économiques, idéologiques, heu, par le contexte intellectuel, culturel, social, économique, disais-je, politique. Et donc étudier, en fait, les influences que l'époque a sur les penseurs. Et c'était une façon pour moi, quelque part, de de de, mmh, de prendre la perche que nous tend Spinoza. Vous savez, Spinoza, ce philosophe du XVIIe siècle disait, bon, l'homme est probablement déterminé, mais la seule façon qu'il puisse, la seule façon, son seul salut en quelque sorte, c'est de comprendre les causes qui le déterminent. Et en comprenant les causes qui le déterminent, eh bien, d'une certaine façon, il se libère. Alors, je me dis également, la seule façon d'être un peu moins conditionné, c'est de comprendre, heu, les l'environnement qui affecte ma pensée et ma vie. Et donc cette exigence de liberté m'a amené à essayer de dégager les déterminismes. Le mot est trop fort, mais en tout cas les influences, disons, du contexte du penseur sur sa pensée. Et donc accessoirement, la mienne, puisqu'il s'agissait avant tout de me libérer l'esprit, hein. Mais cette exigence de liberté m'a mené assez loin puisque, j'ai dû faire une enquête qui a duré, 8 ans à peu près, pour élargir mon propos, pas simplement à mon époque, voir comment mon é parce que pour savoir comment mon époque s'imprègne dans ma pensée, il fallait comprendre d'une façon générale comment l'époque, affecte, la pensée en général. Et pour ça, il fallait, faire de l'histoire et encore mieux que de l'histoire comparée, de voir comment les histoires intellectuelles évoluent et selon quelles lois. Donc ça m'a amené à faire donc une histoire, mondiale et pas simplement occidentale de la philosophie. Et cette histoire est pas simplement descriptive, elle est comparative et elle essaie de dégager des récurrences, heu et de voir si est-ce que c'est par hasard que les histoires de la philosophie ont des courbes qui, me semble-t-il, sont analogues. Et donc j'essaie d'expliquer un petit peu pourquoi. Alors la première motivation était donc philosophique, mais la seconde est plutôt, je dirais, épistémologique, historiographique, scientifique, on peut l'appeler de diverses façons. J'estime que l'histoire de la philosophie était pas très bien élaborée, puisqu'elle est largement prise en charge par les philosophes eux-mêmes. Or, c'est une sorte de singularité, de particularité. Généralement, ce sont pas les auteurs d'une discipline qui font leur propre histoire. Les mathématiciens font pas l'histoire des mathématiques, les physiciens font pas l'histoire de la physique, les biologistes font pas l'histoire, et cetera, et cetera. Ils l'ont fait à une époque, hein. Les premières histoires, de l'art, par exemple, étaient faites par des artistes, heu, mais ça fait bien longtemps que les historiens de l'art ne se font pas sont des historiens, que les historiens des religions sont des historiens et pas des religieux. Que dirait-on si un religieux faisait l'histoire des religions? On soupçonnerait, on aura peut-être raison, qu'il va écrire l'histoire des religions selon une perspective qui l'arrange ou qui arrange sa propre foi. Eh bien, en philosophie, aussi bizarre que ça puisse paraître, ce sont les philosophes qui, principalement, pas qu'en France, écrivent l'histoire de leur discipline. Moyennant quoi, nous avons des kantiens qui écrivent une histoire kantienne de la philosophie, des hégéliens qui écrivent une histoire hégélienne de la philosophie, des et cetera, et cetera. Et donc chacun y allant avec sa propre philosophie, écrit une histoire, si je puis dire, qui l'arrange. Et donc c'est une histoire pas très savante. Ce que j'ai essayé et dans la mesure où l'histoire est écrite par des philosophes et voire même que cette histoire est revendiquée comme étant philosophique, parce que beaucoup de mes collègues revendiquent de faire une histoire philosophique, philosophante.
eh bien, c'est une histoire où la philosophie, en fait, ne sort jamais d'elle-même, puisque elle oriente elle-même sa propre vision de l'histoire. Donc elle risque pas de te donner tort, elle risque pas d'être, falsifiée pour reprendre, le critère de Karl Popper de la scientificité et je trouve que c'est passablement gênant parce que si, quand on fait de l'histoire, on se donne a priori raison, eh bien, on risque pas d'apprendre quoi que ce soit et donc moi, ce que je voulais, c'est faire une histoire intellectuelle, une histoire de la vie intellectuelle et de la centrée sur la philosophie, certes. Je voulais faire une histoire qui ne me fasse pas spécialement plaisir eu égard à mes appétences philosophiques particulières. Je voulais faire une histoire qui soit aussi savante que possible, aussi décentrée que possible, aussi peu philosophique que possible. Bref, une histoire qui soit historienne. Avec ce paradoxe que je suis de formation philosophique, pas de formation historique, mais comme les historiens, délaissent largement aux philosophes la tâche de faire de l'histoire de la philosophie, du coup, j'ai cru qu'il n'était pas impossible pour moi de m'emparer de donc la première motivation était donc philosophique, quelque part, essayer de penser les conditions d'une liberté intellectuelle. La seconde était, scientifique, disons, essayer d'établir autant que possible une histoire de la philosophie et de la vie intellectuelle qui soit écrite avec méthode et la troisième motivation, c'était, quelque part alerter, les penseurs contemporains, les philosophes, mais pas que les philosophes, sur ce que je crois être un danger qui les guette, qui est un certain repli sur la discipline, une façon d'envisager la philosophie, heu, comme étant, coupée des sciences, coupée de cette culture qui devrait la nourrir à mon sens et qui ne la nourrissant plus ou plus assez ou d'une façon ambiguë, risque de, condamner la philosophie à une sorte de radotage, à une sorte de scolastique, au sens où, on pense dans des cadres scolastiques, c'est-à-dire d'écoles de pensée, heu et finalement, on risque de se rapprocher tendanciellement d'une pensée de type sectaire et je vois à l'œuvre ce processus et ça m'inquiète beaucoup parce que justement, je n'écris pas ce livre contre la philosophie, mais pour la philosophie. Or, quand je vois ma discipline, se scléroser, c'est le diagnostic que je porte, on pourra en reparler et c'est bien sûr contestable, mais c'est ma crainte et c'est mon diagnostic. Eh bien, j'ai essayé d'apporter ma pierre ou disons d'alerter, les philosophes sur le danger qu'ils courent à avoir une comment dirais-je? À se couper de plus en plus des sources vives du savoir qui sont, à mon avis, j'essaierai de l'expliquer, les diverses sciences. Et voilà, quelque part, permettre à la philosophie de se réformer. Je sais bien que c'est une petite, pierre que je jette comme ça, une sorte de petite bouteille à la mer, mais je me dis: «Au moins j'aurais fait mon possible oui, pour alerter, la philosophie contemporaine sur les dangers qu'elle peut courir». Donc si je résume, il y a un élan de philosophie, un élan d'épistémologie, c'est-à-dire, pardon, d'exigence, scientifique et Oui. puis aussi de secouer un peu le cocotier pour, redonner l'élan d'une pensée vive et pluridisciplinaire, même si elle est ancrée en philosophie, plutôt que le risque de chapelle ou de s'enquister, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie pour, cette entrée en matière. J'espère, qu'il a donné de l'appétit à tout le monde. Est-ce que ça vous conviendrait que nous rentrions dans une première étape? Puisque votre ouvrage est, rédigé de telle sorte à ce que l'on rentre heu, dans la catégorie d'une pensée, dans une région du monde. Est-ce que ça vous conviendrait qu'on fasse la première étape? Bah oui, je vous en prie. Alors, vous préférez la pensée romaine ou la pensée grecque? Ah, bah, je dirais que c'est plus logique de commencer par les Grecs que par les Romains, puisque les Grecs ont On est pensé, bien d'accord. avec un décalage d'un siècle et demi peut-être par rapport aux Romains. Tout à fait. En tout cas, ça permettra aussi à nos auditeurs de prendre, de s'ancrer plus facilement, dans ce que nous allons partager, puisque la philosophie d'autres, civilisations est sans doute plus éloignée dans nos ancrages. Donc autant commencer par notre, bain culturel. Nous vous écoutons. Vous voulez que je fasse un résumé de la philosophie grecque? Eh bien, l'idée, c'est de reprendre ce que vous avez, dit et proposé. C'est-à-dire que vous avez, partagé, voilà, dans un contexte bien particulier,
historique, géographique, politique, une pensée s'est élaborée, ça serait laquelle? Et comme vous l'avez mentionné, à peine, mais vous ayant un peu lu, je l'ai saisi, il y a des moments différents dans cette pensée, Mmh. et qui pourraient être compris. Donc, je pense que c'est ça qui pourrait être intéressant. On va pas pouvoir se Mmh. permettre, de voir, auteur par auteur, mais Ah oui, oui, plutôt, voilà, cette compréhension globale, si vous voulez bien nous la partager? tout à fait. Alors, donc du coup, je vais, donner je dirais un schéma évolutif de la pensée grecque, mais qui se trouve être, à mon avis valable pour les autres, cycles intellectuels d'autres civilisations. Vous mentionnez la civilisation romaine à l'instant mais à mon avis, ça se retrouve, dans beaucoup d'autres, histoires intellectuelles. De quoi s'agit-il? Hem, la pensée, la pensée grecque, heu, je dirais, commence par, enfin, comment dirais-je? La philosophie grecque ne naît pas, de nulle part. Elle, elle naît d'une culture qu'on peut qualifier de religieuse. On la considère comme, mythologique. La considère comme, le polythéisme grec lui-même, que, on considère les spéculations cosmologiques, heu, des premiers penseurs, la théogonie, la littérature, épique notamment, l'influence des prêtres égyptiens sur les premiers penseurs grecs et même les suivants d'ailleurs. Bref, la philosophie grecque naît sur un terreau, et ce terreau est celui d'une pensée qu'on peut qualifier globalement de religieuse, mythologique, cosmologique. On peut employer différents qualificatifs, mais le propre de cette pensée pré-philosophique, c'est qu'elle ne se pense pas elle-même, en ce sens qu'elle n'exerce pas sur elle-même un recul critique. Elle ne Son but n'est pas de raisonner, de prouver quoi que ce soit, de se justifier. Heu, Sa justification, elle la tire de simplement sa tradition, de l'antériorité, de oui, de l'autorité d'une tradition. Eh bien, la philosophie naît dans ce contexte quand elle, justement, quand elle commence à questionner, cette tradition de pensée, ses valeurs, cette vision du monde. Et s'instaure, à ce moment-là, un nouveau type de réflexion, heu, une nouvelle rationalité, un besoin de justification, un besoin d'unité, de conceptualité. Et et du coup, cette pensée qui peut toujours être très, affiliée ou très en continuité avec la pensée de type religieux, eh bien, elle devient bon an mal an, le sachant ou ne le sachant pas, elle devient de nature un peu différente. La philosophie a été, à mon avis, est née avant de se nommer philosophia en grec, hein. Le terme, philosophein, philosopher, philosophia, philosophie, et cetera. Philosophos, le philosophe, ces termes n'apparaissent pas avant la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il est clair que la philosophie a commencé bien avant. Donc sans se nommer, enfin, une nouvelle façon de penser n'a pas besoin de se nommer, de s'expliciter pour advenir. Ça faisait au moins un siècle que, les philosophes, pratiquaient une pensée philosophique. Bon, toujours est-il que, la philosophie naissante, s'extirpant, je dirais, d'un contexte religieux petit à petit. C'est ce que j'appelle la philosophie, préclassique, puisque, puisqu'elle est encore, je dirais, sous domination religieuse ou du moins sous un aspect, oui, ouais, être encore très imprégné de pensées soit théologiques, soit cosmogoniques, soit mythologiques. Et cette première phase, ne dure quelques siècles en réalité. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une façon d'expliquer l'origine du monde? Je pense que ce qui peut être, important, intéressant, c'est donc, de comprendre cette filiation et le grand merci, hein, de montrer d'où ça vient. Et je pense que ce qui peut être, intéressant, c'est de dire: «Et alors du coup, ça se traduit par quoi? Quelle proposition est faite?» Et si vous le pouvez, au moment où vous sentez ou là où vous avez identifié des marqueurs d'évolution, si vous pouvez citer un ou 2 auteurs pour que les personnes qui vous écoutent
arrive à vous suivre en comprenant l'ancrage pluriel, l'affiliation et quelle est la singularité de ce moment-là de pensée, si tant est que ça soit résumable. Et puis quand il y a des marqueurs avec des auteurs, enfin des philosophes suffisamment, connus, je pense que ça facilitera l'ancrage cognitif pour nos auditeurs, si vous voulez bien. Donc, bah, pour ce qui est de la philosophie grecque, on l'a fait traditionnellement commencer à Thalès, qui était aussi connu comme mathématicien. Donc, Thalès, Anaximène, Anaximandre, Pythagore, Héraclite, Parménide, Anaxagore, Xénophon, Xénophane, pardon. Donc, ouais, toute une, des philosophes très connus, mais dont on a retrouvé très peu de textes, hein, puisque on a retrouvé des fragments, on a retrouvé des mais néanmoins, on connaît leurs pensées indirectement, heu, par des textes qui nous sont parvenus par la suite, les citations, donc voilà, disons que je effectivement, il s'agit pour eux, d'expliquer le monde, d'expliquer quel est le principe fondamental du monde. Alors, un tel va dire, l'eau est à la Thalès, par exemple, explique les mécanismes du monde naturel par, une origine, heu, en l'occurrence, l'eau, mais tout est plein de Dieu, dit-il aussi. Donc, son explication se veut à la fois naturaliste et en même temps, elle ne l'est pas complètement. Heu, Tel autre va évoquer un autre principe pour évoquer le mécanisme du monde. Enfin le mécanisme, le mot est fort, disons. L'organisation du monde, le cosmos, le principe fondamental du cosmos. Hem, on cherche une raison à l'organisation du monde. Parce que le monde, lui, justement, à cette époque, est organisé. C'est-à-dire que ce n'est pas, le hasard, des causes et des effets, ce n'est pas l'univers infini, c'est une sorte, d'organisme, au fond. Le monde a une logique et il s'agit de restituer cette logique du monde. Donc il y a une sorte de verbe, de logos, qui doit être, décrypté et les 1ers philosophes grecs, s'attachent à comprendre la logique du monde. Heu, mais on voit bien que dans cette perspective à la fois, bon, qui est passionnante, mais quand on cherche la logique du monde, le logos du cosmos, hem, on on est dans une perspective, comment dirais-je? Très spéculative, hein. Ce sont des grands métaphysiciens, heu qui chacun y va de sa théorie et essaye de l'adosser à des observations, souvent, mais ce sont pas du tout ce qu'on pourrait appeler des observations savantes, ce sont des grandes spéculations, voilà. Alors un tournant va intervenir quand on comment dirais-je? Quand ces spéculations sur la nature vont être, bouleversées par d'autres aspirations, par une volonté non de plus en plus de justification, de, de mise à distance de ces grands principes, de ces grandes cosmologies et soutenir une attention, davantage sur un souci, comment dirais-je? Un souci plus précis de justification, de démocratisation de la pensée, de contestation et ce sera ce qu'on appelle le grand mouvement sophistique de la seconde moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Le mouvement sophistique, souvent dans la culture, je dirais, populaire, est quelque chose de péjoratif puisque, on a en tête toujours la lecture que Platon a faite, des sophistes comme étant des rhéteurs, au fond, cherchant à faire de l'argent en enseignant, la philosophie, mais ce serait une pseudo-philosophie, commerciale, disons, faite par des rhéteurs qui n'ont rien à faire de la vérité. Mais ça, c'est une vision qui est celle de Platon, mais c'est pas tout à fait la vision, historique de ce qu'ont été, les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Jacqueline de Romilly, qui rend hommage au contraire à ce mouvement sophistique. Ça ne veut pas dire que Platon, disait n'importe quoi sur les sophistes. Il y a eu des sophistes qui étaient des rhéteurs, qui étaient des marchands de savoir, qui étaient des marchands de vertu, des avocats prêts à défendre n'importe quelle cause parce que leurs clients leur demandaient de défendre n'importe quelle cause. Donc je ne dis pas que ça n'a pas existé, bien sûr, mais on ne peut pas réduire, à cela ce qu'a été, la pensée sophistique
disons de 450 avant Jésus-Christ à, à 400 et au-delà. Ce mouvement sophistique est un mouvement, on les qualifie souvent de relativistes. Bah oui, mais relativisme, ça peut être un vilain défaut, être relativiste, si on entend par relativisme le le fait de dire finalement tout se vaut, rien ne vaut et comme voilà, comme toutes les valeurs sont relatives, aucun point de vue ne s'impose, eh bien, rien ne vaut véritablement. Il y a pas de bien, il y a pas de mal, il y a pas de vrai, il y a pas de faux, il y a plus rien. Bref, alors ça, c'est une conception plutôt que j'appellerais nihiliste, hein. Quand, si rien ne vaut et si tout se vaut et que finalement on peut rien dire de rien, c'est un alors, il vaut mieux, je pense, appeler ça du nihilisme. Il y a rien, rien ne vaut. Alors que la pensée relativiste, si on la prend au sérieux, elle consiste plutôt à dire que rien ne vaut absolument, qu'il n'y a pas d'absolu, qu'il n'y a pas de bien et de mal en soi, qu'il y a des jugements, qu'il y a des valorisations, qu'il y a des cultures différentes, qu'il y a donc que tout est en relation avec tout et que notre vision du bien, du mal, du bon, du mauvais, du beau, du laid, et cetera, est en effet relatif à notre disposition psychologique, à notre culture, à notre époque et donc cette pensée de la relation, cette pensée relativiste, si on la considère correctement, à mon avis, elle n'est pas du tout une déchéance de l'esprit ou du nihilisme, elle est au contraire l'intelligence même de la réalité humaine. Et la pensée sophistique n'a été possible que parce que les Grecs ont été mis en contact très étroit avec les Perses dans la première moitié du 5e siècle, puisque les Grecs ont dû se défendre à plusieurs reprises contre l'invasion perse. Et ça a donné lieu à toute une réflexion sur la culture perse, sur Hérodote étant le fondateur sans doute de l'histoire, qui, a étudié justement la culture perse et ce contact avec, ces barbares, mais qui n'étaient pas, tellement barbares au fond, a permis aux penseurs grecs de se décentrer, c'est-à-dire d'envisager de va avec plus de sérieux, la possibilité d'autres cultures, d'autres normes, d'autres religions, d'autres institutions politiques et quand on est en contact comme ça avec une altérité culturelle et bien, ça nous oblige à prendre un certain recul et une certaine réflexivité critique sur les valeurs qui fondent notre propre culture et donc cette espèce de choc de l'altérité, Heu, oui, effectivement, a eu des effets relativistes, enfin, a fait que la pensée a été plus relativiste par la suite, mais je crois que c'est un gain intellectuel, heu, plutôt que de se mystifier avec des absolus, absolument intemporels, éternels et cetera, comme le faisaient les spéculateurs avant les sophistes. Donc on comprend mieux, pardon, pourquoi Platon, est revenu lui à l'absolu d'après. C'est comme s'il y avait une espèce de ce que vous aviez dit tout à l'heure, hein, des cycles que je vous laisserai, définir. Mais ce que j'entends déjà, c'est qu'il y en a un premier. Il y a une question de l'origine, en l'occurrence, comme vous l'avez nommé, cette, appuyer sur la cosmogonie, ça donne quelque chose de relativement absolu et derrière advient de la critique, notamment par le choc de les altéri des altérités qui fait se décentrer de ce que l'on croit être la réalité pour tous et on se dit: «Ah bah non, il y a autre chose». Oui, tout à fait et alors, la seconde moitié du 5e siècle, que je nomme la période classique. Alors là, c'est une question de terme, après on peut s'entendre, hein. Moi, je la nomme classique parce qu'elle vient après ce que j'appelle la période pré-classique. Les historiens habituellement, mettent dans le classicisme également le 4e siècle, hein. Moi, c'est pas mon cas, mais bon, peu importe les termes. Disons que une nouvelle période donc commence vers 450. J'ai indiqué donc le courant majeur de cette période, de ce qu'on appelle, hem, les la grande pensée sophistique, Protagoras, Hippias, et cetera. Heu, Encore une fois, on a retrouvé très peu de textes directement écrits par eux, très peu, mais on recoupe des témoignages, des récits, et puis les progrès de l'historiographie nous permettent d'en savoir de plus en plus sur ce mouvement. Ce n'est pas le seul, l'autre grand courant caractéristique de cette seconde moitié du 5e siècle, avant Jésus-Christ bien sûr, c'est le matérialisme ou l'atomisme disons, de Leucippe, de Démocrite et de quelques autres auteurs beaucoup moins connus qui consiste à, dire finalement, si on veut expliquer le monde, plutôt que de chercher un principe très abstrait, le feu, l'amour, la haine,
comme faisaient leurs prédécesseurs. Je n'ai pas cité Empédocle tout à l'heure, mais j'aurais pu, qui est à la frontière des 2 périodes. Et bien plutôt considérons, non pas donc encore une fois des grands principes spéculatifs, mais des atomes, des mécanismes. Le monde s'explique en fait par ces éléments. Et cette pensée-là, elle reste spéculative dans la mesure où on n'observe pas des atomes, hein. Mais cette spéculation n'est pas tout à fait de la même nature. On voit bien qu'elle est préorientée vers, vers justement l'observation des choses. C'est une pensée, on pourrait dire, si ce n'est scientifique, du moins qui appelle à une découverte du monde sur un sous une modalité qui n'est plus celle de la spéculation, et de l'abstraction. Heu et d'ailleurs le mouvement, atomiste et le mouvement, sophistique il y a beaucoup de passerelles entre les 2. Heu et donc on a une pensée extrêmement riche en réalité dans cette seconde moitié du 5e siècle. Une pensée qui ne se fait plus tellement qui ne se transmet plus non plus de la même façon. Le Pendant la période des grands sages de la Grèce, préclassique, le les sophos, enfin les philosophes sont des sophos, sont des espèces de stars internationales, en tout cas intercités, qui voyagent d'une cité à l'autre pour transmettre leur savoir. On les écoute religieusement. Les sophistes ou les gens la seconde moitié du 5e siècle, c'est un petit peu différent. Ce sont des gens qui vont enseigner la philosophie. Ce sont des professeurs, ce sont des alors certes, ils monnaient leur savoir, mais c'est une façon de dire n'importe qui peut philosopher, n'importe qui peut, exercer sa pensée pour, voilà, pour penser le monde. Heu, i ce n'est cette La pensée n'est pas réservée à quelques sophos, à quelques sages inspirés de muses, inspirés de bon, non, c'est une sorte de processus de démocratisation de la pensée et cette démocratisation va avec, heu, une sortie progressive et même assez radicale, à cette époque-là, de la religion. Donc Alors, ce point me paraît vraiment essentiel et vous allez, peut-être, pouvoir me dire aussi quand émerge la démocratie tout court, au niveau de la politique. Mais, je pense que c'est, quelque chose qui est très intéressant à regarder, cette envie de sortir du star system. Donc, ça nous laisse de l'espoir pour notre époque. Pour dire, ben, voilà, tout le monde peut acquérir cette capacité de penser et 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 donc moi, j'ai fait le raccourci, peut-être n'est-il pas juste, entre cette démocratisation de la façon de penser, de l'accès à la philosophie, heu, vers, chacun peut s'emparer, du bien commun pour le penser, pour peut-être aussi après l'administrer. Mais je vous laisse dire, mais je voulais mettre ça en exergue parce que mmh. on est dans une starification épouvantable en ce moment. Enfin, c'est pas nouveau, mais on est, je sais pas si on peut aller encore plus loin ça. Bref, et avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire les effets gourous, les effets manipulatoires, d'emprise et d'éloignement de la capacité de penser et par conséquent l'éloignement de de la capacité de nourrir la démocratie d'une qualité de pensée qui permettra une qualité d'action. Je ne suis pas obsédée par l'action, j'essaie juste pour l'auditoire de montrer la logique qu'il y a. Plus on va avoir une pensée plurielle et profonde, plus lorsqu'elle se démocratise, elle va aller nourrir autrement la capacité d'agir. Hem, oui, oui, alors il faut pas non plus exagérer l'effet démocratique, ou le niveau de démocratisation de la philosophie, dans la seconde moitié du 5e siècle. Il faut pas l'exagérer, mais il faut pas non plus le minimiser. Donc, donc voilà, c'est-à-dire que la philosophie reste tout de même quelque chose d'élitaire, hein, ce sont les élites qui philosophent, les autres n'ont pas le temps, n'ont pas ce loisir. Mais néanmoins, dans la mesure où, où la philosophie n'est pas, simplement le star system des sophos, des sophoi, pardon, il faut mettre un pluriel, heu et bien oui, tout le monde peut, enfin en tout cas, les classes aisées au moins peuvent s'ouvrir à ce savoir davantage. Heu, Davantage que c'était le cas avant. Donc c'est plutôt en fait une évolution c'est une démocratisation, ça ne veut pas dire qu'elle est complètement démocratisée, hein. C'est juste un processus. Heu et alors effectivement
bon, cette deuxième moitié du 5 oui, la démocratie. Donc, évidemment, c'est en parallèle. La philosophie n'est jamais déconnectée du contexte, socio-politique, et économique dans lequel elle évolue. Donc, le 5e siècle est le grand siècle de la démocratisation tout court, hein, au-delà de la vie intellectuelle. Donc, ça commence, alors on peut le faire remonter au 6e siècle avec les réformes de Solon, et c'est surtout avec les réformes de Clisthène, heu au tournant du 6e et du 5e siècle que la démocratie athénienne, si on parle d'Athènes, s'instaure. Mais, Athènes donne le là pour, quantité d'autres, cités grecques. Et donc ce qui existe à Athènes n'est je dirais existe aussi ailleurs, mais à l'état, plus clair, plus renforcé, plus. Et donc tout au long du 5e siècle, on observe effectivement une démocratisation, de la vie politique qui va déboucher, malheureusement sur la guerre du Péloponnèse, heu et qui, comme toute guerre, bon, mettra cette démocratie à rude épreuve. Il y aura des coups d'État ou une oligarchie qui reprendra le pouvoir, à plusieurs reprises. Bon, toujours est-il que, ces troubles, y compris les troubles politiques, à vrai dire, sont toujours alors sont terribles pour les gens qui vivent ces troubles politiques, mais ils ont des effets intellectuels intéressants, hein. Toute période de crise morale, de crise sociale, a des effets intellectuels. On remet en question ce qu'on a toujours cru, on remet en question les certitudes. Et ça, d'un point de vue philosophique, c'est très fécond en réalité. Donc, ça ne console pas, les Athéniens, les Spartiates, les Corinthiens, et cetera, qui ont subi, de façon très dure la guerre du Péloponnèse, donc, dans le dernier tiers du 5e siècle. Heu, mais ça a eu au moins cet effet positif mmh, de libérer la pensée d'un certain nombre de vérités préétablies. Et on le voit chez des historiens comme Thucydide, chez des philosophes, comme divers sophistes justement, chez également, des nouvelles recherches de type médical dans ce qu'on appelle, le corpus hippocratique. Donc, Hippocrate et les disciples d'Hippocrate, qui, vont instaurer une nouvelle façon d'envisager, non seulement le corps humain, mais finalement, une nouvelle épistémologie. Heu, C'est-à-dire comment se construit le savoir. Eh bien, on voit dans les différents auteurs qui constituent le corpus hippocratique, une nouvelle conception de la formation du savoir. Et ça, c'est très important parce que, hem, c'est ce qui va justement, à mon avis, être une sorte de point de bascule, vers ce que j'appelle le post-classique. Donc c'est la 3e grande période, heu, de l'histoire de la vie intellectuelle et de la philosophie, et qui, pour ce qui est des Grecs, si on s'en tient pour l'instant aux Grecs, commence vers la fin du 5e siècle, donc, dans les années 400, disons, hein. 400-410, on peut discuter. Alors Socrate dans tout ça, oui, vous me demandiez aussi des noms. Socrate est justement, lui, à ce tournant, hein. Alors ce qui est un peu, comment dirais-je, ironique, c'est que les historiens de la philosophie grecque, souvent divisent l'histoire de la philosophie grecque entre les présocratiques et puis, les socratiques et ceux qui suivent. Alors, et souvent il y a dans l'idée que les présocratiques sont des sortes de précurseurs ou mmh, c'est les premiers soubresauts de la pensée, mais bon, c'est rien de très substantiel. Et puis on arrive enfin, avec Socrate, puis Platon et Aristote, à des choses sérieuses. Donc, je serais d'accord pour diviser l'histoire de la philosophie grecque entre présocratique et post-socratique, mais j'aurais une vision un tout petit peu différente de la place de Socrate dans cette affaire. Je ne crois pas que Socrate ait été celui qui ait, enfin, hem, permis à l'esprit critique d'advenir dans une pensée qui était soit, je sais pas moi, une pensée, mythologique, disons, et puis, une pensée, qui n'était, sans valeur, qui est celle des sophistes, et que grâce à Socrate, l'esprit critique et la raison adviennent dans la philosophie. Une lecture un petit peu différente de Socrate historique, pas nécessairement du Socrate que nous présente Platon. Socrate est au contraire un des artisans, est un penseur fondamentalement ambigu, dont l'esprit à la fois manifeste très bien l'esprit de l'époque sophistique,
ce questionnement perpétuel, cette recherche, cet esprit critique, cet empêcheur de tourner en rond qui contraint ses interlocuteurs à la raison, qui les contraint, y compris même au scepticisme. Donc ça, c'est le côté, je dirais, heu, c'est le Socrate, de l'époque classique. Mais il y a un ce Socrate-là va avec ou tient la main d'un autre Socrate, qui est le Socrate qui cherche à nouveau une intuition religieuse, qui cherche un absolu, qui, cherchent qui s des valeurs universelles et absolues qui feront la philosophie de Platon. Et donc, le Socrate historique, on ne sait pas vraiment qui il était en réalité, mais on a différentes sources qui nous font penser que c'est un Socrate, que le Socrate, je dirais, est à mi-chemin entre les sophistes et la philosophie de Platon, et qui fait quelque part le lien entre les 2. Donc disons que c'est un auteur à cheval entre le classique et le post-classique. Mais bon, j'ai pas encore défini en quoi consistait le ce que j'appelle le post-classique. On va y venir absolument. Hem, je trouve que par rapport à parce que je fais le parallèle avec notre époque puisque, c'est toujours comme ça que ça nous est plus facile d'appréhender les choses. C'est en les ancrant dans ce que nous vivons. C'est cette expérience-là qui nous donne le goût d'aller chercher, d'aller comprendre. Donc déjà j'apprécie la nuance que vous avez apportée avec tout votre travail et que vous nous restituez, à savoir il n'y a pas 2 périodes, mais une période beaucoup plus riche avec ses nuances. Ces moments où les guerres viennent percuter les humains tels que réellement par les souffrances et les morts, mais par conséquent la pensée, et on voit bien que la Seconde Guerre mondiale nous a fait cet effet-là aussi, et puis, que ça change les paradigmes de pensée. Et que ça vient, il y a des moments de quête d'absolu, des moments de questionnement, pluriel. Et ce que vous dites de, Socrate qui d'un côté s'inscrit historiquement entre 2 périodes et qui peut être, comme vous le nommez, pardon, duel, ou en tout cas qui a 2 facettes, est absolument, très intéressant aujourd'hui aussi. C'est-à-dire qu'on a un tel niveau de complexité que c'est la raison pour laquelle la plupart des gens essaient de la réduire en la simplifiant à outrance. Alors qu'il peut être tout à fait intéressant à la fois de se poser la question plutôt structuraliste des valeurs fondamentales qui pourraient nous animer, comme en même temps, de questionner ce que nous avons déjà vécu et ce qui serait à venir. Donc ça me paraît en effet une posture intellectuelle, tout à fait passionnante, et je vous laisse, continuer sur, c'est quoi le post-classique? Alors oui, juste une parenthèse sur les termes pré-classiques, classiques, post-classiques. Sou en Les historiens emploient souvent ces termes. Alors, par exemple, pour désigner l'histoire de la société maya, hein, typiquement, on repère des époques pré-classiques, classiques, post-classiques. Bon, donc cette trilogie, n'est pas une invention de ma part, mais, disons que je l'exploite, comme je l'entends, hein. Ce que j'appelle le post-classique, c'est cette nouvelle période dans l'histoire de la philosophie et de la vie intellectuelle en général, où les réseaux, où le comment dirais-je? La philosophie, restons centrés sur la philosophie, ce sera peut-être plus simple. Heu, la philosophie se ramifie, se diversifie et comment dirais-je? Et emprunte une pente qui n'est plus tout à fait la même que celle qu'elle avait empruntée à l'époque classique. Je m'explique. Je parlais tout à l'heure d'Hippocrate et des hippocratiques. Heu, ces médecins ces médecins qui, avaient une nouvelle conception de la formation du savoir. Ils écrivent aux alentours de 400, un peu avant, un peu après, selon les auteurs. Heu, on a des textes qui montrent que voilà, justement, qui critiquent la spéculation, ces philosophes qui, disent de quoi le monde est fait, mais qui n'en savent rien en réalité. Nous autres, les médecins, nous avons une pratique clinique, heu nous observons des corps, nous avons rapport à l'expérience et nous constituons notre savoir, heu, sur la base de cette expérience. Autrement dit, notre savoir, notre, comment dirais-je? Nous avons une conception, heu heu, pour construire le savoir, il faut décentrer la pensée. Non pas la pensée qui revient sans cesse à son fondement, imaginaire ou purement conceptuel. La pensée doit faire l'épreuve de l'altérité, doit faire l'épreuve de l'expérience, doit observer, disséquer,
et c'est en observant, en disséquant que se construit le savoir. Autrement dit, la pensée doit cesser de se faire trop confiance à elle-même, de trop spéculer comme font les philosophes. Alors évidemment là, je reformule et exagère, réinterprète, les certains passages du corpus hippocratique, mais en tout cas, l'idée est celle-ci. D'ailleurs, il n'est pas besoin d'aller si loin. Thucydide lui-même, dans ses très beaux textes sur la guerre du Péloponnèse, dit qu'il cherche des causes. Il fait œuvre de sociologue, d'historien sociologue, Thucydide. Oui, Thucydide. Vous avez, à la même époque, des mathématiciens, des astronomes, qui développent une pensée qui n'est plus exactement de la même nature que les spéculations des, des, heu, des philosophes de la nature. Heu et donc ce que je veux dire, c'est que nous avons affaire à une pensée qui se ramifie, c'est-à-dire que la philosophie elle-même, se diversifie considérablement et une partie de cette philosophie a une inspiration, a une, oui, a des méthodes et une inspiration que l'on dirait aujourd'hui scientifiques. Hein. Je suis obligé de dire que l'on dirait aujourd'hui scientifique puisque, c'est trop prématuré et ce serait exagéré de dire que la science grecque se constitue pleinement, dès le tournant, de du 5e siècle et du 4e siècle, hein. Ce serait peut-être exagéré, mais en tout cas, l'orientation, une inflexion s'observe et cette inflexion, elle est, heu, elle est marquée de plus en plus aussi par l'orientation de la philosophie qui se enfin, une partie de la philosophie se détourne de cette, du relativisme, de l'examen de la nature humaine, parce que les qu'avaient fait les sophistes. Les sophistes étaient des obsédés de la nature humaine, ils voulaient tout décrire sur l'homme. Comprendre l'humanité dans heu et bien, à partir de Platon, on on s'intéresse à nouveau à des davantage à des grandes, théories de l'univers, du cosmos, heu, sur un mode idéaliste, où, on s'éloigne, très nettement de la causalité, de l'atomisme, du relativisme, bien entendu. Il s'agit de retrouver quelque chose, heu, de l'ordre du religieux, si, je peux faire comment dirais-je? Cette interprétation, qui ne plairait pas à beaucoup de collègues, mais qui, si on compare Platon aux atomistes et aux sophistes, il faut bien convenir qu'il s'agit d'une sorte de réaction, hein. Une réaction qui est explicitée par Platon d'ailleurs, hein, mais, et donc, le 4e siècle sera, en partie le retour d'une pensée, comment dirais-je? Oui, qui cherche l'inspiration dans l'idée, hein, qui se détourne de l'expérience, qui se détourne de la relativité des choses humaines et naturelles. Et donc, parallèlement, plus on avance dans le 4e siècle et plus la science grecque devient vraiment de la science sans guillemets, hein. Ça se matérialise concrètement et géographiquement par, par la formation d'un nouveau centre intellectuel à Alexandrie, puisque en 323, à la mort d'Alexandre le Grand, heu, commence ce que l'on appelle l'époque hellénistique, hein. Je rappelle que les Macédoniens ont envahi les Grecs, puis après avoir envahi les Grecs, mais les Macédoniens sont des Grecs, hein, ce sont des Grecs du Nord, disons, qui ont envahi les Grecs, du Sud et puis après qui ont envahi une grande partie de l'Asie, des côtes méditerranéennes jusqu'à la vallée de l'Indus, hein, actuellement au Pakistan. Eh bien, cette époque hellénistique, est tout à fait différente de la précédente, sur le plan politique, on le sait, mais sur le plan intellectuel, elle correspond à la fondation de grandes métropoles, justement hellénistiques et Alexandrie, heu, sera la grande capitale du monde savant et à partir donc de la fin du 4e siècle, nous avons 2 centres intellectuels majeurs, Athènes, où restent les philosophes, où continue à s'élaborer la pensée philosophique et Alexandrie où qui va attirer tous les savants, tout ce que le monde grec compte de géographes, d'astronomes, de mathématiciens, de d'ingénieurs aussi, dans une moindre mesure, heu et d'observateurs de la vie, des étoiles, de la Terre, c'est tout le monde de la science
se retrouvera les médecins, bien sûr, j'ai oublié, excusez-moi, les médecins qui font partie pleinement, des de ce monde savant. Eh bien et ces 2 mondes qui sont séparés géographiquement se parlent de moins en moins, hein, et c'est ça qui est intéressant et qui, à mon avis, est attristant. C'est que nous avons, sur un même problème, par exemple, sur un même sujet, comment le monde fonctionne, comment comment tourne le monde, hein, de quoi est fait le monde, et ben, on a de plus en plus 2 sortes de réponses. Une réponse, d'astronomes, de géographes, qui, heu, élaborent des systèmes savants sur le monde, et un monde de philosophes qui lui aussi élabore qui propose une vision du monde, mais qui n'a rien de savante, qui est très spéculative. Le stoïcisme, par exemple, est et toutes les autres écoles, hellénistiques proposent une vision du monde, de la nature, sauf que, c'est une vision qui n'est pas du tout adossée au savoir, du temps. Parce que ces savoirs sont disponibles, mais une grande partie des philosophes ne s'intéressent pas tellement à ces savoirs, savants qui sont faits notamment à Alexandrie, hein, pas que à Alexandrie, mais notamment à Alexandrie. Il y a une dissociation des réseaux intellectuels, et je trouve tout à fait significatif que, par exemple, pour un même problème, eh bien, nous ayons 2 solutions, si vous voulez, une solution, philosophante, et une solution, astronomique. Pardon, excusez-moi, ça pourrait être fécond si c'était discuté, mais ce que vous dites, c'est que c'est plutôt séparé, c'est ça? Eh oui. C'est séparé, et la construction du savoir, alors dans un cas, on pourrait dire qu'il y a construction du savoir puisque à Alexandrie, les savants se disent les uns les autres, se complètent les uns les autres. Est-ce qu'on peut parler de sciences cumulatives? En partie, oui. Tandis que, du côté de la philosophie, notamment de Athènes, qui reste le centre intellectuel de la philosophie, on ne peut pas parler de savoir cumulatif, il y a même pas cette idée-là, c'est tout à fait le contraire. C'est la tradition qui l'emporte. Vous êtes dans une école et vous pensez comme l'école vous dit de penser. Les épicuriens pensent comme Épicure, les stoïciens pensent comme les fondateurs du stoïcisme, les sceptiques comme les fondateurs de l'école sceptique, et cetera, et cetera. Chacun pense au sein d'une chapelle. La philosophie devient une affaire de chapelle, une affaire d'école, c'est pour ça qu'on peut parler de scolastique, c'est la même étymologie. Il s'agit d'être disciple d'un maître et on pense comme le maître. Alors heu bien sûr que les philosophes ne pensent pas tout à fait comme leur maître, hein. Il s'agit simplement de voir l'évolution de l'académie fondée par Platon, hein. Platon fonde, l'école qu'on appelle enfin qu'il a appelée l'académie. Eh bien, cette académie, selon les maîtres successifs, enfin, selon ses directeurs successifs, elle s'oriente différemment. Mais même s'il y a des réorientations, même s'il y a toujours, bien entendu, une histoire de la pensée, cette histoire se constitue de plus en plus sous la mode, sous le rapport maître-disciple, école. Et qu'est-ce que font les écoles? Au lieu de réfléchir ensemble, par une sorte de stimulation réciproque. Alors, elles se stimulent certes, mais ce sont surtout des forteresses, et il s'agit de s'envoyer des boulets de canon, par-dessus les remparts pour détruire, eh bien, les sceptiques quand on est platonicien, les aristotéliciens qui s'en prennent aux uns aux autres, les épicuriens s'en prennent à tout le monde, les stoïciens, sont plus ils ont du succès, plus ils deviennent la cible des autres écoles. Bref, chaque école estime avoir le vrai pour elle-même et passe une partie de son temps à réfuter les autres, sous une modalité qui est celle de, comment dirais-je? Oui, de religieux finalement. C'est comme une sorte de guerre de religieux, sauf que comme ce ne sont pas exactement des religieux, mais des philosophes, ça prend la forme d'une argumentation. Mais quand on aiguise ses arguments comme on aiguise des couteaux. C'est le vrai, on l'a déjà. Au fond, le vrai, chaque école estime l'avoir déjà pour elle-même. On n'a pas à trouver le vrai, c'est le fondateur de l'école qui l'a le vrai, c'est la tradition qui a le vrai. Le vrai est déjà acquis. Ce qui compte, c'est de réfuter, les adversaires qui ont notre conception du vrai. Bref, l'époque hellénistique est extrêmement riche sur le plan de l'histoire intellectuelle, mais c'est une époque, qui n'a plus du tout la même vitalité, la même, je dirais, hem, la même audace que celle, de la seconde moitié du 5e siècle. C'est une pensée d'école. Alors encore une fois, je conteste pas sa richesse, son évolution, heu, je dis simplement que le parfum n'est plus du tout le même, et il est très significatif que cette pensée d'école se fasse de façon contemporaine à une pensée savante, et plus ça va, plus les réseaux sont séparés et plus les uns ignorent que font les autres. Voilà, et
disons que c'est ça le propre du post-classique. Et comme dirait, le monde cinématographique: «Et ça se finit comment?» C'est parce que là, vous nous faites un climax épouvantable. Donc comment ça finit ce moment-là? Alors, ça dure des siècles, hein, bien entendu, puisque l'époque hellénistique elle-même, est pluriséculaire et puis d'ailleurs on peut dire qu'elle se termine en on peut isoler une époque romaine, parce que quand les Romains envahissent, le monde grec, la pensée grecque se poursuit, on continue à penser dans cette langue, mais c'est une époque nouvelle, disons, mais qui ne fait que poursuivre, hein. L'époque romaine ne fait que prolonger la période hellénistique. Donc en fait, on peut dire que cette période post-classique, hellénistique puis romaine, court du IVe siècle avant Jésus-Christ jusque vers 600 après Jésus-Christ, jusque presque au début du 7e siècle avec les invasions, arabes. En tout cas vers, disons, la fin du Moyen Âge. On peut s'entendre sur le fait que la fin du Moyen Âge, excusez-moi. Le le début La fin. le début du Moyen Âge, en tout cas ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, disons aux alentours de 600, hein, puisque c'est à cette époque-là que les derniers penseurs issus du monde, de la pensée grecque pensent encore à Alexandrie justement. Alors entre-temps, il se passe énormément de choses et que se passe-t-il? Eh bien, ces écoles qui se tapaient dessus, disais-je, qui se faisaient une concurrence, et qui voulaient avoir raison les unes contre les autres, finissent par s'unifier dans un grand processus de syncrétisme. Et pourquoi ce syncrétisme progressif? Parce que, ces écoles philosophiques grecques vont être de plus en plus menacées par une nouvelle pensée venue d'Orient, qui est le christianisme. Et le christianisme, heu, qui prend de plus en plus d'ampleur au cours des 2 premiers siècles après donc Jésus-Christ, bien entendu, heu, aux alentours de 200 après Jésus-Christ, devient une philosophie ouais, excusez-moi, devient, une référence intellectuelle, comment dirais extrêmement forte. Énormément de penseurs se convertissent au christianisme et la concurrence chrétienne, comme source d'explication du monde, comme explication concurrente du monde, devient tellement importante que les autres écoles philosophiques païennes, du coup, donc on peut dire païennes, eh bien vont quelque part, heu, enterrer la hache de guerre les concernant et pour orienter leur combat intellectuel contre le christianisme. Donc si vous avez un nouvel adversaire commun, eh bien vous êtes moins porté à vous taper dessus, bon. Un grand classique effectivement, de s'allier. Ce que je vous propose, c'est peut-être que qu'on ne rentre pas dans la Oui, pensée, chrétienne, qu'on la oui, garde pour la prochaine fois. oui. Mais j'entends bien que vous dites qu'il y a une certaine homogénéité de pensée, qu'elle passe de la Grèce à Rome, qu'on passe de guerres d'écoles à des écoles qui s'unissent parce que la menace se situe avec la pensée chrétienne et je vous repasse le micro. Oui, voilà, c'est ça. Bon, et encore une fois, je répète que on parle là de plusieurs siècles d'évolution, donc c'est forcément, des propos assez grossiers. Mais, je pense que c'est bien aussi de prendre le recul nécessaire pour voir les grandes tendances. Et la grande tendance, c'est, l'unification progressive des écoles hellénistiques. Et finalement, comment ça se termine tout ça? Eh bien, il ne reste plus que un néoplatonisme, qui va imprégner toute la pensée, païenne, qui s'affronte au christianisme. Mais ce néoplatonisme qui est une pensée mystique, de plus en plus mystique, de plus en plus inspirée, de religiosité, finalement, on se retrouve avec une pensée grecque d'inspiration religieuse ou mystique, disons, puisque le plotinisme, Plotin est, une version mystique du platonisme. Eh bien, pour lutter contre la religion chrétienne, on a rien n'était plus efficace que de proposer une autre spiritualité. Donc finalement, la philosophie de rationnelle qu'elle était, devient de plus en plus mystique et c et elle affronte, une autre mystique ou une autre religion et finalement, finalement, le christianisme va remporter la mise puisque de plus en plus les philosophes, païens vont se convertir ou vont, être marginalisés par la pensée chrétienne, qui est une pensée également, comme dirais-je, très intéressante, très digne, très, passionnante et riche, mais, qui n'en demeure pas moins une pensée religieuse, hein. Et donc c'est la philosophie qui rejoint la religion et on voit toutes les transitions de ce retour à la religion, heu, dizaines d'années après dizaines d'années et la fin de cette histoire, c'est que, il ne reste plus
que la pensée religieuse, puisque la pensée scientifique qui restait, vivace pendant des siècles a fini elle-même par péricliter, heu, à Alexandrie comme ailleurs, et la pensée scientifique s'appauvrit de plus en plus, et à partir de après le 2e siècle après Jésus-Christ, elle devient vraiment la portion congrue. Donc finalement, le monde intellectuel s'est réduit à nouveau à ce qu'il était au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à une pensée religieuse. C'est pas la même religion, mais la religion a remporté la mise. Donc si je comprends bien, je vous résume, il y a des moments où la pensée d'inspiration, cosmogonique ou religieuse, et puis il y a une phase de critique de ceci avec une émergence de questionnement pour la période qui a suivi, au tout début de la pensée grecque, ce que vous nous disiez. Puis l'émergence d'une pensée, scientifique, enfin en tout cas savante, qui va faire émerger les sciences avec une pluralité des sciences qu'on va retrouver à Alexandrie et de l'autre côté à Athènes, un enfermement, scolastique avec des guéguerres, sur les positions. Donc on peut supposer, sans que vous l'ayez forcément dit, qu'il y a peut-être une baisse de qualité de la pensée à ce moment-là parce qu'elles sont trop rivées à se maintenir et à guerroyer. Et puis, face à ce moment-là où elles étaient en concurrence et où finalement ça revient, je le dis avec mes termes et volontairement, modernes, ça revenait à une espèce de staricisation où il faut être, platonicien ou autre chose, ou aristotélicien et cetera. Donc avec, une espèce de compétition qui n'est plus sur l'élaboration intellectuelle, mais sur, des écoles à garantir et Mmh. qui finalement viennent se percuter, avec la montée du christianisme qui va ramener cet élan, de spiritualisation, en tout cas d'ancrage dans quelque chose de mystique ou de religieux, et la pensée, savante, périclite aussi. En plus avec l'incendie d'Alexandrie, enfin ce n'est pas qu'une physique, et c'est aussi symbolique, hein, c'est comme si tout ce moment-là était parti en fumée. Est-ce que vous seriez d'accord sur cette, cyclicité ou vous en voyez d'autres facteurs? Non, je crois que vous avez résumé le principal mouvement, et je parle de cycle, pourquoi? Parce que, je montre que la philosophie émerge dans un contexte religieux, hein, partout, hein. Bah, on parle de la Grèce, mais on parlera d'autres choses. C'est toujours le même schéma, qu'elle s'en extrait de plus en plus, qu'elle, s'en extrait tellement qu'elle donne naissance à de nouveaux types de savoirs qu'on peut qualifier de scientifiques, et puis finalement, le syncrétisme aidant et le déclin, civilisationnel, économique, social, politique, du qui fait partie du contexte, ne permettant plus de porter, cette pensée, parce que pour qu'une pensée puisse s'établir, il faut des penseurs, il faut des conditions matérielles, hein. Bien sûr, c'est pas simplement, ne serait-ce que pour ce qu'une éc pour ce qu'une ne serait-ce que pour qu'une école puisse vivre, heu, en toute indépendance, il faut des conditions matérielles. Donc quand ces conditions matérielles ne sont pas réunies, parce qu'il y a des invasions, parce qu'il y a des troubles politiques, parce que, parce que l'économie se resserre complètement, qu'on se ruralise, qu'il y a une désurbanisation et cetera, cette pensée ne peut plus se faire. Donc finalement, de quoi ont besoin les gens en période de trouble? Eh bien, ils ont besoin très peu de science. En tout cas, leurs besoins affectifs et leurs besoins intellectuels se tournent très peu vers la science et beaucoup plus vers des vérités qui rassurent, heu, des vérités sur le monde, sur la providence, sur, le destin, sur l'au-delà, et voilà de quoi veulent se nourrir les gens dans une période de trouble, dans une période qui est moins glorieuse, dirais-je, que celle du 5e siècle grec. Et c'est là pour, si vous en êtes d'accord, pour qu'on aille vers une conclusion de cet épisode, et c'est là que ça rend les choses compliquées aujourd'hui puisque, nous n'avons plus un référentiel, religieux commun, ne serait-ce que dans notre pays, hein, pour pas forcément aller, ailleurs. Ce qui va ramener à des régressions où chacun va essayer de lutter contre l'autre avec ses propres, croyances. On a une réduction des conditions matérielles de la recherche, si puisque je prends ce que vous dites là, c'est-à-dire que
les chercheurs sont quand même limités dans les budgets qu'ils ont pour réaliser leurs recherches, hein, on le voit bien dans les laboratoires. Donc ça veut dire qu'il y a une double menace avec une volonté, alors un besoin collectif du public de répondre à, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc avec, comme vous dites, une montée de l'affectif largement entretenue par les réseaux sociaux, les algorithmes, pour nous amener tout le temps dans l'émotionnel, donc vers les croyances. Donc on est la cible docile idéale pour aller, tomber dans des religiosités de différentes formes. Et puis, donc la science, apparaît comme, omnipotente. C'est ce qui nous amène vers cet ind idéal transhumaniste, hein. Donc, le ce qui va sauver le monde, ça va être non plus Dieu, mais sa créature, nous, et nous allons créer nos propres créatures pour, sortir de ce déterminisme. Mais quand même, on voit qu'on a d'un côté, quelque chose qui est, naturel à l'être humain et largement entretenu pour nous réduire à de l'affectif, une désagrégation contextuelle, pour pas lui attribuer de volonté, des moyens qui permettent la pensée. Et de l'autre côté, une réponse, qui concilie, la science comme devenue une nouvelle religion, qui va prendre la place de la religion en termes d'adhésion intellectuelle et qui va être, la voie du salut. Comment vous réagiriez à ça? Alors, c'est vrai que les parallèles avec notre époque, je pense qu'il faut les faire et qui sont en grande partie légitimes. Et c'est pas simplement comment dirais-je? À toutes les époques, on a fait du comparatisme, qui était plus ou moins un comparatisme, savant ou spéculatif ou simplement, bon. Je crois que pour aller dans voilà, dans le sens de ce que vous dites, le comparer notre époque avec les périodes post-classiques, du passé, je pense que c'est pas quelque chose, comment dirais-je? C'est en grande partie légitime. Bon maintenant, hem, évidemment, il y a de l'analogie, il y a aussi des grosses différences et on y reviendra je pense, heu, la situation qui est la nôtre aujourd'hui, je pense qu'elle elle est dans ce que j'appelle moi le post-classique sur le plan de l'histoire intellectuelle et donc j'espère peut-être sans doute je pourrais expliquer pourquoi. Mais c'est un post-classique qui est relativement, nouveau, récent. À mon avis, il date de la fin du XVIIIe siècle. Donc je dirais on a à peine 2 siècles de post-classique. Donc tous les effets du post-classique ne se font pas encore ressentir. Heu, mais certains d'entre eux se font déjà ressentir, notamment, dans les rapports de la philosophie à la science et pour ce qui est du retour de la religion, de la religiosité, du mysticisme, là, je pense on est encore qu'au tout début. On n'a pas du tout, alors est-ce que ça va se produire, est-ce que mais est-ce que ça va se dérouler de la même façon? Sans doute pas et j'espère que non. En tout cas, j'y travaille, mais malheureusement, il est probable que les mêmes causes engendrent des effets, proches. Alors, pour conclure précisément, ce que je viens d'entendre que vous dites, c'est que, hem, soit nous partons du principe que des causes, analogues conduisent à des effets similaires, mais peut-être que ce que vous essayez d'apporter comme pierre et puis moi de mon côté, la mienne et ainsi de suite, on est quelques-uns à essayer d'apporter des petites pierres de du petit poussé, c'est précisément pour qu'à partir des causes éventuellement similaires, nous puissions décider d'autres effets ou d'autres conséquences, c'est ça que vous voulez dire? Bah, c'est ça, c'est-à-dire que ma démarche personnelle, on avait commencé l'entretien comme ça, était d'essayer de penser le plus librement possible et pour ça, j'essayais de comprendre les causes qui pouvaient me déterminer, à savoir la façon dont mon époque s'imprègne en moi. Eh bien, je dirais de la même façon, nous autres, globalement vivant sur terre aujourd'hui, si on comprend mieux les causes qui nous déterminent, en tout cas qui nous orientent, semble-t-il, dans telle ou telle direction, eh bien, c'est un bon moyen d'éviter les effets indésirables. Donc si globalement nous comprenons ce qui se passe, les causes qui nous meuvent, eh bien, ce sera, un bon moyen d'essayer de voilà, de nous inventer un avenir qui n'est pas le même que celui qui a affecté, nos prédécesseurs, des civilisations qui sont mortes. Eh bien, je vous remercie parce que comme ça donne l'appétit pour poursuivre et continuer avec vous. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse,
interrompre notre premier entretien à cet endroit-là et je vous remercie pour, ce que vous nous avez apporté et on va, inviter Merci. notre auditoire à découvrir la suite, plus tard. Merci beaucoup.